La France, oui, on peut le dire ouvertement, est devenue un pays hostile à Israël. Et quand mes électeurs viennent me dire « Ah, mais vous avez voté pour des vice-présidents LFI », eh ben oui. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient du Parisien. C'est marqué « Une fois que nous aurons une paix stable, Israël rêve d'accueillir le Tour de France ». Alors les amis, je ne savais pas que le Tour de France pouvait se passer en dehors de la France. Du coup, je me suis renseigné un peu et j'ai vu que des départs du Tour de France avaient eu lieu dans plusieurs pays d'Europe. Mais seulement en Europe, jamais en dehors. Alors que dit le peuple par rapport à cette news? Le Tour de France leur a été promis il y a 3000 ans. Le Tour de France, ça se passe en France, on mange du saucisson, on boit du Ricard et puis c'est tout. Il suffirait que ces fachos de Palestiniens acceptent le vivre ensemble avec les Juifs. Ben non, Israël n'est pas en France, on va déjà pas en Corse pour le Tour, encore moins à la Réunion ou à la Martinique, mais faudrait aller chez eux. Bon, les gens sont pas très contents. Bref, on enchaîne avec cette news. Alors là, c'est à nouveau avec Anthony Bourbon et Ben Othman. Ils sont en clash. Et là, Anthony Bourbon a posté ça hier soir. Regardez, il est au taquet. Hakim Ben Othman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer à voir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar, c'est qualité nageoire jaune, c'est du mythomane élevé au grain, c'est de la compétition, Ben Othman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche, tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris, tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Il est chaud en clash. Petit à petit, ça va venir. Le problème, c'est que ça pourrait être drôle, et on pourrait se moquer de lui, mais il y a des victimes derrière tout ça. Et demain, à 21h30, il y a un collectif, le collectif AVI, aide aux victimes des influenceurs. Donc ils ont fait tous les influx voleurs, ceux qui ont fait Marc Blatta et compagnie. Ils ont regroupé plein de personnes qui se considèrent victimes, qui vont porter plainte contre lui. C'est à 21h30, c'est sur Twitter, Space, et ils vont pouvoir confronter... C'est aujourd'hui à 21h30. Bref, on va pas tous écouter, ça dure 8 minutes les mecs quand même, faut doser. Et du coup, on continue un peu avec Bourbon, donc il a posté une story en montrant ce screen, donc un mail qu'il avait reçu en 2024 de Ben Othman. Il a marqué typique des rageux, il critique sur les réseaux, mais dans la vraie vie, c'est un fan, il vient même mendier de l'argent. Donc il avait écrit un mail pour lui proposer de financer un truc à lui, tu vois. Donc là, c'est marqué tout d'abord, bravo pour le parcours, j'apprécie le talent et la personnalité. Et là, ensuite, il avait marqué donc le chiffre d'affaires prévu en 2026, c'est 180 millions, résultat prévu 40 millions. Et là, il a marqué, ça en est où les 180 millions de chiffre d'affaires au fait. Waouh. On enchaîne avec le post de Sir Afuera et là c'est avec Macron, c'est marqué « Macron annonce qu'il veut contrôler X et les réseaux sociaux. Les moins de 40 ans s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. » C'est pas faux. Ouvrez X, c'est plein de contenu d'extrême droite. Il faut interdire certaines plateformes, la source BFM. On a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus. Quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et c'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a ou YouTube. Pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout... J'ai envie de dire, si on sélectionne l'information comme les médias, ça fait flipper, hein, parce que quand on voit CNews, BFM, LCI, franchement, niveau fake news, ils sont là. Hein. Ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent, et ils ne sont pas faits pour partager de l'information. Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent pas... Ben, comme les chaînes télé, hein, TF1, etc. Ben, quand tu vois une émission, entre l'émission, il y a des publicités, et c'est ça qu'ils vendent au final. Hein, c'est du temps de cerveau. Hein. Comme les réseaux, c'est pareil. En vendant un numéro de journal... Sauf que ça leur fait chier que les réseaux, ils ne le contrôlent pas en fait. C'est surtout ça, je pense. Un abonnement. Ils vendent de la publicité individualisée. C'est pas un crime, juste c'est l'inverse de l'information. Et pour bien vendre la publicité individualisée, ils doivent accumuler des données sur les gens et les vendre avec un consentement approximatif à des tiers qui vont payer très cher cette publicité, des annonceurs. Mais surtout,
ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale, qui créera le maximum de trafic pour maximiser leur page de pub. Et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air. Puisque l'argumentation est moins forte que l'émotion, et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive, puisque c'est elle qui crée le plus d'excitation. Donc qui maximise l'efficacité économique du modèle tel qu'il est conçu. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est un processus de dégénérescence démocratique. On a fait n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Et donc, on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait pour ce qui est de la France au 19e siècle face à la presse. Les mecs, je vous l'ai dit plein de fois, à l'époque, quand on regardait TF1, le journal, on pensait qu'ils nous disaient automatiquement la vérité. On ne cherchait pas à comprendre. Et en fait, c'est à ça qu'ils voudraient retourner les mecs. Ils ont le seum qu'avec les réseaux sociaux, on peut voir leur incompétence, déjà d'une, on peut voir les incohérences, on peut regrouper des informations et voir un peu la vérité, tu vois. Parfois en tout cas. Et ça les fait chier, sérieusement. Parce qu'à l'époque, on avait une presse qui s'achetait très bien, mais il n'y avait pas de déontologie, il n'y avait pas de responsabilité des éditeurs de presse, il n'y avait pas de profession qui s'était organisée. Et donc, on doit reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle en régulant, et ça a été très bien dit. Il ne peut pas y avoir de l'anonymat pour tout le monde et pas de responsabilité. Il doit y avoir une responsabilité. On l'a mis dans la directive des services, DSA. Derrière, on veut la liberté, mais on ne veut pas la liberté pour des gens qui n'existent pas. Les bots, les faux comptes devraient être interdits. Et si une plateforme ne nous garantit pas qu'elle supprime ses faux comptes, elle doit être interdite elle-même. Et on doit absolument avoir la transparence sur les algorithmes pour voir s'il y a des biais. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et on enchaîne avec le post de Citizen Media qui a marqué Flash. Tu as fait, tu payes. Nos enfants, ils ont fait des conneries, ils payent. Nicolas Sarkozy a bénéficié de 4 parloirs au lieu de 3. Des cellules voisines sont restées vides pour sa sécurité, ce qui fait réagir les familles des détenus qui ne comprennent pas. Il y a eu du saumon, ça fait 2 jours. Comment vous savez ça? Vous avez entendu, hein, ça va vite. Elle a dit, il a eu du saumon, ça fait 2 jours. Il y a eu du saumon, ça fait 2 jours. Comment vous savez ça? Les gens, ils parlent. Des rumeurs, symbole d'une détention qui pose question. Nicolas Sarkozy est-il un détenu privilégié? C'est quand même un ancien président, donc voilà. Tu as fait, tu payes. Nos enfants, ils ont fait des conneries, ils payent. Vous pensez qu'il est trop privilégié, en gros, qu'il devrait pas... ça, tout le monde le sait. Hein. Placé à l'isolement, surveillé en permanence par 2 officiers de sécurité, l'ancien président de la République a eu droit la semaine dernière à 4 parloirs, quand les autres détenus de la santé sont limités à 3. Sur les 4 parloirs de la première semaine, Carla Bruni est venue. Donc en fait, à chaque fois, elle arrive dans une voiture aux vitres teintées avec un gyrophare. Elle s'engouffre directement dans la cour d'honneur de la prison par une porte spéciale. Et ensuite, elle est escortée par un membre de la direction de l'établissement pénitentiaire. En dehors de ces parloirs qui déborderaient quelque peu des 45 minutes habituellement accordées, Nicolas Sarkozy écrit beaucoup. Et contrairement à la rumeur, il n'aurait pas de privilège sur la nourriture. Il mange comme tout le monde, donc ça s'appelle la gamelle. C'est un peu comme dans les hôpitaux, c'est de la nourriture un peu moyenne qui est servie. Moi, j'aurais tendance à croire les mères des détenus, hein, parce qu'elles ont les infos des détenus. Hein. Tous les jours. Depuis sa cellule, l'ancien président dormirait très mal, subissant le vacarme et parfois les menaces à son encontre de ses codétenus. On va venger Kadhafi! Pour cette représentante syndicale de la direction des prisons, l'administration pénitentiaire doit forcément savoir s'adapter. On a une mission de service public qui est la garde et la réinsertion et surtout de protéger les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles et éviter des expositions qui les mettraient en danger eux ou leurs familles. Condamné en première instance pour association de malfaiteurs, l'ancien chef de l'État a fait appel. Toujours présumé innocent, il est dans l'attente d'une date d'examen pour sa demande de mise en liberté. Ok. Et on enchaîne avec le post de Vicky qui a marqué Juan Branco remet la place au milieu du village. Le nœud de l'affaire, il est là et pas ailleurs. 39-14 pour dire 39 ans, 14 ans. On se retrouve dans une situation où Brigitte Macron est un peu inquiète. Parce que Brigitte Macron sait qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand elle avait 39 ans et qu'il en avait 14. Et qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était prof de lycée. Et elle sait pas quoi faire avec ça. Et elle est très embarrassée parce qu'elle sait qu'elle est partie d'Amiens avec lui pour fuir l'opprobre qui avait été généré dans la bourgeoisie auquel ils appartenaient mutuellement, lui fils de prof de médecin, elle fils d'industriel dans la chocolaterie, de cette relation qui en fait est techniquement une relation qui aurait pu être réprimée pénalement pour des faits de pédocriminalité.
Moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la morale et la volonté mutuelle qu'ont eu ces hommes cet homme et cette femme de se retrouver, enfin cet enfant et cette femme de se retrouver. Mais je comprends l'angoisse qu'a pu saisir Brigitte Macron, qui du coup ne trouve pas meilleure idée que de s'en ouvrir au très probe Xavier Niel, qui lui-même lui présente donc Mimi Marchand, ancienne trafiquante de drogue et proxénète, elle aussi ayant été retrouvée avec 500 kg de hashish dans un camion et du coup étant allée en prison pour cela. Et en plus, j'ai vu que le 21 décembre, on ne pourra plus porter plainte contre elle. En tout cas, personne ne pourra porter plainte contre elle par rapport au fait qu'elle a fait un détournement de mineur. Du coup, on enchaîne avec le poste de Philippe. C'est marqué: Pascal Praud veut qu'on saisisse tous les biens d'Aurélien Poisson-Atlan pour avoir répandu la rumeur de la transsexualité de Macron sur les réseaux sociaux. En France, on doit conserver ce qui fait notre spécificité. Vous voyez ce que je ferais pour ce monsieur? Je ne l'enverrai pas du tout en prison. Des peines de prison de 3 à 12 ans, c'est pas ça que je ferais. Je lui piquerai tout. Parce que l'amende, elle est de 8 000 €. C'est rien. Je prendrai tout. Je prendrai tout. S'il a 100 000, je prends 100 000. Je prends tout. Mais oui, parce que je ferai une amende, mais tellement dissuasive. Parce que, en fait, je vais dire un mot qui est trivial, sans doute. C'est dégueulasse. Oui, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. Donc, parce que c'est dégueulasse, il faut tout lui prendre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, si la rumeur sur Sarko, comme quoi il était en lien avec des terreaux qui ont fait un attentat, qui ont tué des Français dans un avion, et du coup, ils ont détruit des familles françaises, ça, on peut dire que c'est dégueulasse d'être en lien avec un terreau comme ça. Donc, à partir de là, si ça s'avère vrai, ce qui est dit sur Sarko, il faudrait tout lui prendre à partir de là. On est d'accord. C'est dégueulasse. Donc je pique tout l'argent possible. Mais habiller la dégueulasserie. Ouais. Alors je mets des dommages au max de ce qu'il peut payer. Au max de ce qu'il peut payer. Habiller la dégueulasserie. Et son poteau Morandini, est-ce que c'est dégueulasse ou pas ce qu'il a fait? Faudrait tout lui prendre aussi. On va pas en prison, hein. Oui. Je sais pas, parce que 3 mois en prison. Moi, je supporte pas. Enfin, non, mais c'est vraiment un type qui essaye d'anoblir ce qu'il y a de plus bas, les conditions humaines, la saloperie, et il se réclame de Voltaire. Mais cet homme est né avant la honte. En France, on doit. Ok, bref, on enchaîne avec le poste de Clémence Guettet qui a marqué: Pascal Praud tombe de sa chaise, il découvre que le RN, les LR et le PS ont laissé passer l'interdiction des découverts bancaires et que seuls les insoumis mènent le combat. Nous ne laisserons rien passer, c'est une question de survie pour des millions de Français. On parlera évidemment de l'Union Européenne, de ces 200 €. Personne n'a réagi sauf Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on peut tout dire de Jean-Luc Mélenchon, mais lui, c'est un professionnel de la politique. Il a bien compris. Et les autres, ils sont aux abonnés absents. Les LR, ils ont toujours pas compris. C'est un truc, mais les gens, je veux pas dire les gens ne parlent que de ça, mais si les LR s'intéressaient un petit peu à leurs électeurs, ils sauraient que c'est un sujet très important. Plus de découvertes, c'est pas rien. C'est à partir de 2026. Et évidemment, ils préfèrent parler d'autre chose. Ça devrait être un combat pour la classe politique. Et le seul qui dise quelque chose, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça devrait être de la compétence exclusive des nations. Mais en fait, tu ne décides plus rien. Ouais. Voilà. Même sur ton compte bancaire, tu ne décides plus. C'est te dire, et le PS s'est abstenu, et même le RN, je sais pas pourquoi le RN s'est abstenu là-dessus, au Parlement européen, ce qui fait que c'est voté. C'est fini maintenant. C'est terminé. C'est comme les voitures électriques. On en parlera tout à l'heure avec, François Langlais qui sera là. Tout part à volo. Et on continue avec le poste de Babylone qui a marqué: séquence lunaire de Marine Le Pen. Elle imite ses électeurs qui lui reprochent d'avoir voté pour des LFI en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Avec un tel mépris, elle qui refuse l'union des droites, elle a plus de respect pour les électeurs LFI que pour les droitards. C'est toujours pareil, si vous voulez, soit on a des principes, soit on n'en a pas. Moi, j'ai des principes. C'est-à-dire que j'aime bien en bénéficier, mais je me bats aussi pour que mes adversaires puissent profiter de cela. Et pour vous donner un exemple de cela, je tairai le nom de celui qui m'a proposé lors des élections du bureau de l'Assemblée nationale de faire une liste bloquée sans LFI. Eh ben j'ai dit non. Et pourtant, on ne peut pas dire que j'ai pour LFI la moindre affection, mais je considère qu'il représente une partie non négligeable des Français et que par conséquent, il est parfaitement normal que le nouveau Front Populaire puisse avoir des représentants au sein du bureau de l'Assemblée nationale et accessoirement deux vice-présidents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté pour une liste de candidats dans laquelle il y avait aussi des vice-présidents de LFI. Et quand mes électeurs viennent me dire « Ah, mais vous avez voté pour des vice-présidents LFI » Eh ben oui. Voilà. Parce que nous avons des principes et que nous les mettons en œuvre, même lorsque ces principes bénéficient à nos adversaires. Du coup, que dit le peuple? Bravo Marine Le Pen, Reconquête est toxique et les LR sont des traîtres. Soyez plus gentils avec elle chez R, sinon Quick, 0 député et vos yeux pour pleurer. Et on continue avec le poste de Emery Caron qui a marqué: pourquoi et comment France Télévisions et Radio France ont invisibilisé le génocide à Gaza. Un petit domino des connivences permet de donner un début d'explication. Tiens, et puisqu'on parle d'Israël,
On s'étonne de la présence le 5 octobre dernier d'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, à un événement du CRIF où elle a animé une table ronde avec Raphaël Enthoven. On la découvre tutoyant Enthoven, qu'elle appelle son ami. Je pense que tu n'as pas besoin d'être introduit, si j'ose dire. Tout en rappelant son soutien personnel à Israël quelques minutes avant que ne vienne sur scène Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État génocidaire israélien. Nathalie Saint-Cric, on la retrouve 2 jours plus tard sur France Info TV en train d'interviewer sur Gaza Raphaël Enthoven, l'ami de la famille. Et croyez-vous n'êtes-vous pas étonné plus exactement, puisque c'est ce que moi ce qui me frappe. Enthoven, on l'avait vu aussi sur BFM en train de répondre à Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie, l'ami de Raphaël, tous les deux s'accordant sur le fait qu'il n'y avait ni génocide à Gaza ni apartheid envers les Palestiniens. Ces mots génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat? C'est impossible. Quand semble-t-il, c'est impossible. Il y a une accusation. Puis Benjamin Duhamel a été recruté par France Inter, où il réalise le 17 septembre dernier une interview sans contradiction de Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État voyou israélien, lequel sera sur scène quelques jours plus tard avec la mère de Benjamin. Sur cette même scène, Zarka sera présenté par l'animateur Arthur. Mesdames et messieurs, c'était monsieur Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, qui avait à son tour été l'invité de Benjamin Duhamel sur France Inter le 30 septembre. Et alors, on comprend mieux pourquoi France Télévisions et Radio France ont eu, pendant presque 2 ans, le génocide des Palestiniens à Gaza. Pourquoi elles l'ont d'abord invisibilisé, puis nié, puis finalement l'ont minimisé, refusant de rendre compte objectivement des rapports de l'ONU, des ONG, des instances de justice internationale, refusant d'accorder la même attention aux victimes palestiniennes et aux victimes israéliennes. Depuis 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'État voyou d'Israël a été vigoureusement portée sur le service public de l'audiovisuel, tandis que celle des enfants palestiniens a été délibérément étouffée. C'est une faillite pour France Télévisions et Radio France. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est accablant? Du coup, on enchaîne avec le post de The News. C'est marqué: un franco-israélien menace la France. Encore une fois, on est habitué. Il est temps pour Israël de traiter la France comme un pays hostile. Il doit y avoir des répercussions, déclare Emmanuel Navon, enseignant franco-israélien diplômé de Sciences Po Paris. Il y a la réponse de la part d'Israël. Est-ce que c'est une réponse sur le terrain? Est-ce que c'est une réponse diplomatique qu'il faut donner à la France maintenant, surtout que la France assume, comme on a dit? Je pense qu'il est temps pour Israël de traiter la France comme un pays hostile, ce qu'elle est devenue sous Emmanuel Macron ces dernières années. La France, oui, on peut le dire ouvertement, est devenue un pays hostile à Israël. Et il doit y avoir des répercussions. Je pense que déjà, dans le futur de la région, que les États-Unis essayent de façonner après la guerre, on ne pourra pas laisser de place à la France, très clairement. Alors, regardez les mecs, le soldat israélien qui avait un détenu palestinien à l'aide d'un bâton est accueilli comme une star à la télévision israélienne et menace la personne qui a divulgué la vidéo. C'est lunaire. Nous avons donc l'accusé qui est en live sur une chaîne israélienne et qui menace la personne qui a divulgué ses méfaits. מאיר בן שטרית, שלום. שלום וברכה. אפשר לקרוא לך מכוכבי האירוע, נכון? אני היחידי שחשוף, כן. כן. איך אתה מרגיש, מה הרגשת היום ששמעת על הדבר הזה? שמחה. שמחה. אמת, מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. הקורא בור לחברו, סופו שיפול בו. ואני אמרתי לכם את זה שמה בחקירות, שיגיע העת שלכם שאתם תיפלו בתוך הבור הזה שאתם קראתם לנו. אז אני אסתכל לי טוב טוב בעיניים, עדן בלק, מפקד החקירה, כן. כמו שהתנסית עלינו, ואני אמרתי לך שהחקירה שלך תתפורר ותתפרק, והנה זה קורה. אתם העלבתם את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל כולה. אתם גרמתם נזק גדול מאוד. אתם לא תצליחו לחפות על זה, לא בבית משפט ולא בחונטה שקושרת קשירות. אנחנו נפגענו אישית. אני נפגעתי אישית בעבודה. החברים שלי נפגעו אישית מכדורים בטיפולים. אנשים, אחד יתגרש. מי יפצה אותי על כל זה? ילדים. אף אחד לא יפצה אותי על זה. אני חושב שאני מקווה מאוד שיהיה מערכת של צדק שתפצה אותי על זה. קשה לי מאוד היום גם כן לסמוך על בית המשפט שיעשה צדק. אמת. ואני מקווה מאוד שהצדק הזה יתן. מי עשה לך את זה? מי עשה לי את זה? כן, למי אתה מפנה אצבע? אני מגיל קטן מפנה אליהם אצבע, לא סתם הקדוש ברוך הוא זימן אותי לפה. יש פה חונטה של אנשים שקושרים קשר מהמערכת האזרחית וגם המערכת הצבאית, שהם קושרים קשר וקורצים עיניים, מדליפים סרטונים, כי אני ברגע שראיתי את הסרטון המודלף ישר קפצתי ואמרתי וואי, הם עלו עוד יותר על העץ, הם יפלו יותר חזק, והנה היום הזה אני שמח ויושב פה באולפן. אתם שיקרתם לעם ישראל, הכפשתם, ואתם תשלמו על זה. Et on termine avec ce post de Vaud et Toujours, c'est marqué UJFP hausse la voix face au génocide à Gaza. La seule plainte qui a été retenue par la justice, c'est une plainte contre Nelly Coutfer, Israel Forever, qui s'est fait filmer en train d'essayer de bloquer des camions à l'entrée de Keren Shalom, donc à l'entrée de Gaza. Moi je voulais rajouter, j'étais témoin aujourd'hui, donc ça va être remis, mais j'y reviendrai. Je veux parler de l'aspect politique.
Dans 20 ans, plus personne ne pourra dire qu'il n'y a pas eu un génocide à Gaza. Ce sera dans les livres d'histoire. Tout le monde se posera la question, comment ce génocide a été possible et avec quelle complicité. Alors, sur tous les actes qui ont pu être reprochés, si on pose la question, que pensez-vous du 7 octobre? Je dirais, je suis vraiment désolé que 75% de la population de Gaza, où je me suis rendu 2 fois en tant qu'Union juive française pour la paix, ce soit des réfugiés qui ont été chassés de chez eux de façon préméditée il y a 75 ans. Je suis vraiment désolé que depuis 18 ans maintenant, la population de Gaza vit dans une véritable cage et quand vous allez là-bas, c'est une véritable cage. Je suis vraiment désolé que depuis des années, il y a eu des bombardements, 1400 morts à Plomb-Durcy, 200 morts à Pilier de la Défense, 2400 morts à bordure protectrice et qu'ils ont tué encore des gens qui manifestaient de façon totalement pacifique au moment des marches du retour. Donc je suis totalement désolé que la marmite ait explosé, que la cage ait été franchie, mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont construit la cage. Et donc par conséquent, sur l'accusation de terrorisme, je viens d'une famille juive exterminée. Mes parents étaient dans la résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est le seul survivant du groupe Manouchian. On a mis Manouchian au Panthéon. Et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes poursuivis pour un communiqué le 7 octobre où nous disons la résistance à une occupation est légitime. Vous voyez un petit peu comment on marche sur la tête. Eh ben, il va falloir arrêter de marcher sur la tête et il est temps pour remettre les choses dans le bon ordre. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Tout est dit, clair, précis, factuel, argumenté. Israël a commis et commet un génocide. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Effectivement, dans 20 ans, plus ou moins, les esprits s'éclaircisseront et les responsabilités tomberont sur les génocidaires et leur soutien. Voilà. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé. Pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.